La plupart des films représentant et abordant une forme de réalité sont politiques. Dès que la mise en scène suggère des relations sociales entre individus, vous touchez ou abordez une situation politique, économique et sociale. Cette valeur politique, les films s'en servent parfois, même quand ce n'est pas leur première intention, pour faire passer un message ou faire un tableau de la société actuelle. Mais ce message est forcément biaisé par le regard subjectif de ceux et celles qui l'ont produit et qui présentent leur vision de leur société. Plus que cela, le cinéma découle lui-même de la société qui permet ou non à un film d'être produit. Avec cela, on peut mieux repérer ce qui fait la portée politique d'un film depuis sa conception jusqu'à la perception par le public. La guerre est un des sujets politiques que le cinéma a le plus traité et c'est un des sujets qui exprime le mieux les bouleversements des individus et du monde qu'ils reflètent. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une guerre bien particulière, la guerre de Corée. Pourquoi traiter de celle-ci en particulier alors qu'il y a une profusion de films sur les deux guerres mondiales ? La guerre de Corée, bien que courte, 1950-1953, a engendré un climat de tension qui dure encore aujourd'hui et qui a même résisté aux transformations du monde à la suite de l'effondrement du bloc soviétique. Cette guerre des années 1950, qui n'a pas officiellement donné lieu à un traité de paix, continue aujourd'hui de diviser deux pays, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Elle ne cesse de marquer la société sud-coréenne tout particulièrement. De grands réalisateurs sud-coréens y ont consacré des films dans le cours même de ces tensions. Ce sont donc des œuvres qui révèlent des aspects de la société tels qu'ils sont perçus dans le contexte de l'affrontement, ce qui est beaucoup plus rare au cinéma. Par habitude, et pour adopter un meilleur recul, les films sont généralement produits après les événements. Grâce à cela, nous bénéficions de points de vue qui, au fil des films et des années, révèlent les évolutions des perceptions sur le conflit. Nous allons nous concentrer sur deux films importants, bien qu'il en existe d'autres. Ces deux films sortiront à presque 20 ans d'intervalle en Corée du Sud. Le premier est JSA pour Joint Security Area de Park Chan-wook sorti en 2000, et le deuxième est The Spy Gone North de Young Jong-bin sorti en 2018. Nous précisons encore que le fait de retenir des films sud-coréens introduit bien sûr un biais, puisque le conflit concerne tout autant la Corée du Nord. Le premier film, JSA, raconte comment une enquête sur une fusillade en DMZ, zone démilitarisée, va révéler l'histoire d'une amitié tout aussi complexe que totalement interdite entre 4 soldats, 2 du Nord et 2 du Sud. La force de ce film est de ne pas être manichéen, il ne privilégie aucun camp et les soldats du Nord sont décrits comme des êtres bons vivants et humains. Mais le film n'est pas pour autant angélique ou naïf, les deux soldats du Nord aiment profondément leur pays et ils sont prêts à nouer des liens avec ceux du Sud, tant qu'ils restent au service du régime et qu'ils n'ont pas l'intention de le trahir. En cela, le film fait penser à La Grande Illusion de Jean Renoir, sorti en 1937, qui met en scène une impossible fraternisation entre soldats allemands et français dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Attention spoiler, l'histoire de JSA et l'amitié de ses soldats se termine mal. Pendant le film, les soldats coréens se retrouvent dans le poste d'avant-garde nord-coréen dans la zone démilitarisée. Mais un jour, un supérieur des soldats nord-coréens les surprend tous. Et c'est là qu'est entamé un rapport de force entre les hommes présents dans l'avant-poste. Une escalade de violence survient et la plupart de nos protagonistes trouvent la mort dans l'avant-poste lui-même ou après par suicide pendant les interrogatoires qui suivent la fusillade. L'amitié de ces hommes est sincère mais rendue impossible et inimaginable en temps de guerre. Le film sort d'un contexte qui donne toute sa portée au point de vue qu'il développe. Le bloc soviétique, et avec lui la guerre froide, ont été disloqués 10 ans auparavant, et surtout la chute du mur de Berlin a ouvert en Corée, comme ailleurs, des perspectives de réunification sous l'égide des USA qui entendent alors promouvoir des solutions démocratiques partout dans le monde, avec Fukuyama en 1991. Dans l'euphorie qui suit ces bouleversements, certains se prennent à imaginer une possible réunification de la péninsule. Et c'est précisément en 2000, l'année de la sortie de JSA, que les dirigeants des deux Corées se rencontrent pour la première fois en annonçant vouloir trouver un compromis qui puisse permettre aux deux pays de concevoir une situation de paix entre eux. Il n'est pas pour autant question d'envisager une réunification. Annoncer le vouloir côté sud-coréen aurait inévitablement empêché tout rapprochement, même symbolique, puisque le régime nord-coréen se serait vu immédiatement déstabilisé. C'est exactement ce climat que JSA s'efforce de restituer sur le plan humain. Se rapprocher, dialoguer, côtoyer, jusqu'à développer des sentiments de fraternité. C'est ce que veulent les hommes du terrain.
Mais cette fraternisation trouve très vite ses limites. Les soldats des deux côtés restent profondément fidèles à leur pays et à leurs devoirs à l'égard de leur régime politique. Pas question de tous se retrouver sous un seul et même drapeau. C'est donc bien une nouvelle ou une autre grande illusion. Mais survient en 2001 les attentats du 11 septembre qui redistribuent les cartes concernant les relations internationales. Si les USA étaient en position d'afficher une volonté de promouvoir la paix démocratique partout dans le monde, après les attentats, la fenêtre se referme. Le monde renoue avec le réalisme dans les relations internationales, le rapport de force. Et les États-Unis finissent eux-mêmes par adopter une doctrine de ce type avec le America First du président Trump élu en 2016. Les échanges sont devenus beaucoup plus froids et profondément ancrés sur les intérêts, sur les rapports de force commerciaux et diplomatiques. Cela couplé avec la difficulté de la Corée du Sud à obtenir quoi que ce soit de la part du régime nord-coréen, qui se renferme sur lui-même et se lance dans la quête d'une capacité nucléaire indéniable, refusant donc tous les compromis mettant fin dans la péninsule au vent de paix de l'après-guerre froide pour revenir à un conflit de pure hard power. C'est dans ce contexte beaucoup plus tendu que sort en 2018 The Spy Gone North. Le film n'est pas manichéen pour autant. Il reste très subtil dans le traitement de son sujet, mais comme nous allons le voir, adopte une position sur le conflit bien différente. Le film raconte l'histoire d'un espion sud-coréen dont la mission est de collecter des informations sur le programme nucléaire de la Corée du Nord, finit la recherche de la paix et de la confiance mutuelle. On est donc aux antipodes de la fraternisation et des liens d'humanité qui donnaient sa force à JSA. The Spy Gone North aborde de front le contexte et le climat politique entre les deux pays. En cela, le caractère politique de l'œuvre est plus direct et évident que dans JSA. On y montre la difficulté, pour ne pas dire l'impossibilité, de traiter avec la Corée du Nord, mais surtout, le film est la parfaite antithèse de son prédécesseur. On y déshumanise la Corée du Nord, alors que dans JSA, on essayait de montrer que l'absence d'humanité du régime ne signifie pas l'absence d'humanité des gens, y compris quand ils sont soldats du régime. L'un des moments forts de The Spy Gone North, c'est cette scène où l'espion est conduit au palais du dirigeant nord-coréen en bateau avec les yeux bandés et une arme pointée sur lui. Il ne doit pas dire un mot et au moindre geste suspect, il se fait abattre. Les deux films ont cependant un point particulièrement intéressant. Dans les deux films, un ou plusieurs personnages du Nord sont confrontés à la tentation de changer de camp. Possibilité offerte par un Sud-Coréen empli de bonnes intentions. Mais dans les deux films, le ou les Nord-Coréens refusent catégoriquement, louant la bonté et la grandeur de la Corée du Nord, sans pour autant mettre fin à cette amitié. On a là une volonté de montrer que la guerre, au-delà de mettre en jeu des conflits de hauts dirigeants, implique avant tout les humains. En conclusion, ces deux films sont chacun le reflet de leur contexte. Le premier en pointant sur la fragilité d'une voie vers l'unité retrouvée, le second sur l'impossibilité de réunir et même peut-être de faire coexister les deux Corées. Mais comme toute œuvre artistique, il livre aussi un message plus profond. Le premier sur l'humanité des individus, le second sur l'impossibilité de compter dessus pour arriver à la paix et l'unité entre les deux peuples.